Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on parle du Brexit qui a eu lieu Ah, là ce week-end. Donc, un jour fantastique, le Brexit célébré par les Britanniques. Donc, article du samedi 1er février sur l'heure actuelle. Aux abords du palais de Westminster, comme dans toute une partie du pays, les partisans du Brexit ont laissé éclater leur joie à l'issue du compte à rebours qui signait le divorce avec l'Union européenne. Voilà. Et dans les liens, je mettrai le discours de Nigel Farage qui est assez intéressant. ce discours est extraordinaire. Il est Ouais, juste je le extraordinaire. partagerai. On n'a pas le temps de, de le regarder en entier, mais je le mettrai en lien. Voilà. Donc, ton opinion là, sur le Brexit? Oh, il y a bien des choses. Il y a bien des choses sur le Brexit. D'abord, il faut rappeler, commencer par dire que oui, le Brexit est une excellente chose pour les Anglais, pour l'Europe et pour tous les Européens. Parce que ça éloigne un peu plus la bureaucratie, certainement pour les Britanniques. Ça réduit de ce fait le pouvoir, l'emprise pour l'Union européenne. Ça montre aux autres pays que c'est possible. Ça va augmenter la probabilité que d'autres pays tentent de faire pareil. Peut-être la Ouais. France, certainement la Catalogne, on peut espérer. Et donc ça donne un signe extrêmement fort à tout un tas de pays pour aller dans ce sens. Et donc on peut imaginer que ça prendra du temps, mais que peu à peu, l'Union européenne va se démanteler progressivement. L'Union européenne. L'Union européenne. Et je rebondis là-dessus sur ce que dit Nigel Farage. Nous, Oui, sa phrase. nous- Attends, nous j'ai aimons un- l'Europe, mais nous n'aimons pas l'Union européenne. C'est tout à fait ça. Ouais, C'est, il ne s'agit oui. pas dans Nous, ce... ouais, voilà, c'est ce qu'il Voilà, dit. oui, nous Dont, détestons ouais. l'Europe. Il ne Enfin, s'agit nous ne pas... détestons pas l'Europe, nous détestons l'Union Oui, européenne. Voilà, oui. oui, Voilà. oui. Il ne s'agit pas effectivement d'être anti-européen, il s'agit d'être anti-bureaucratie et Ouais. anti-pouvoir. C'est très, très différent. Et Euh, c'est souvent ouais, une confusion qui a l'air d'être faite sciemment quand on entend bien les sûr, news, les politiques qui bien sûr, confondent, qui confondent l'Union européenne et l'Europe, les pays qui bien font sûr. partie de l'Europe. C'est un peu Oui, la et même chose puis, avec la République et la France. pareil. Et puis, bien sûr, on revient avec des mythes qui sont ceux, mais l'Union européenne, ça sort de La Deuxième l'après-guerre. Guerre, c'est la Voilà, c'est paix. ce qui nous a permis d'avoir la paix, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, L'Union européenne, au départ, c'était le marché commun. Moi, je suis né sous Ouais. le marché commun. Donc, c'était essentiellement économique. Et bien sûr, le marché commun, c'est un facteur de paix, oui, bien sûr. Mais c'est très, très différent de la bureaucratie et de la monstruosité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr qu'il faut être pour un marché commun. Oui, bien sûr qu'il faut être pour une Europe dynamique, qui se fait la bise les uns les autres. Évidemment, bien sûr. Ouais. Moi, je suis le Qui, premier à qui, travailler. qui serait contre ça, quoi? Mais bien Non, sûr, mais c'est ça. C'est vrai. bien sûr, moi je suis le premier à travailler au quotidien dans différents pays d'Europe, tout le temps, Ouais. bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. C'est un problème d'État et de bureaucratie. Ouais, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son discours, Nigel Farage, vers la fin. Il dit on n'a pas besoin d'une bureaucratie pour s'apprécier les uns les autres entre différents Européens, pour Exactement, faire du business ensemble. On n'a pas besoin exactement, de exactement, cette structure. exactement. Après, après, il y a plusieurs autres points. Et d'abord, je sais qu'il y a un certain nombre de libéraux sincères, dont même certains libertariens, qui voyaient le Brexit d'un mauvais œil, et notamment parce que beaucoup craignent que, cette fois-ci, au sein du Royaume-Uni, là, avec l'arrivée de Boris Johnson, et pareil en Catalogne avec les gauchos qui s'y trouvent, une telle sécession, puisque c'est de ça qu'il Oui, s'agit, favorise l'émergence ou l'accélération d'une reprise des conservateurs ou des gauchos. En gros, que ça facilite une espèce de dérive conservatrice du pays qui ainsi est libéré de l'Europe. Je pense que c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème, même si cette problématique existe, et avec Boris Johnson, ce risque existe, mais c'est un faux problème. De c'est que toute c'est façon, même pas un argument en fait. C'est que non, c'est pas si un les argument. gens ont décidé de se séparer, bah, tu Bah, dois les laisser si se on, séparer. exactement, souvent ces gens-là, Quoi qu'ils fassent après, tout à fait, souvent ces gens-là sont aussi des démocrates, souvent,
Si tu es démocrate, tu dois respecter qu'au bout du compte, le pays qui se sépare fasse selon la majorité du pays. Donc, il y a quelque part une incohérence à ce niveau-là. Plus profondément, on en a, je crois, déjà parlé, le phénomène de sécession au Royaume-Uni va favoriser surtout une reprise d'une certaine autonomie, de décision locale, etc. Et va à nouveau, à ce niveau-là, favoriser des discussions qui seront gérées localement. On voit déjà, par exemple, l'Écosse, qui, elle, préférait rester dans l'Union européenne, qui est en train de regretter les choses et qui est en train de dire « Ah, mais moi, je veux pouvoir revenir dans l'Union européenne, etc. » Bon, on en pense ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse d'articuler, c'est de dire « Mais peut-être bien que s'il devait y avoir une scission, d'Écosse, donc à nouveau le Royaume-Uni qui se couperait encore en deux, ça permettrait aux Écossais de faire ce qu'ils veulent par rapport aux Anglais, je dis bien les Anglais, de faire autre chose. » Et c'est ça, fondamentalement, le phénomène de sécession. C'est que ça permet aux gens, localement, de prendre les orientations de vie, de politique et d'organisation qui correspondent à ce qu'ils veulent faire le plus, par culture, par choix, peu importe. En Catalogne, c'est la même chose. Les Bretons ne me diront pas le contraire, les Basques ne me diront pas le contraire, les Alsaciens, les Savoyards, les Provençaux, tous ces gens-là auront le même genre de positionnement. Donc moi, je pense que l'avenir est clairement à une Europe, au sens classique, du commerce, de la paix, des Européens, mais une Europe qui soit faite par des régions, voire peut-être un jour des villes et des communes. Donc, pour moi, c'est clairement dans l'air du temps et l'orientation. Et il ne faut pas oublier que c'est ce qui s'est passé en URSS il y a 30 ans, que les Balkans, c'est ce qu'ils ont connu, et qu'il y a aussi d'autres pays en Afrique, l'Érythrée par exemple, qui a connu la même chose, le Soudan. Donc, ce phénomène est un phénomène, je dirais, inéluctable, et surtout positif. Après, il y a un dernier point, je reviens sur Boris Johnson. Il est évident que ce mec est un mec brillant et malin, et que la manœuvre qu'il a faite à l'automne à la suite de Theresa May pour virer le Parlement, mettre un nouveau Parlement, prendre le pouvoir au passage et mettre au passage un Parlement à sa main qui dise oui au Brexit, est une manœuvre politicienne remarquable au niveau britannique, qui va lui permettre de faire ce qu'il veut en tant que conservateur dans le Royaume-Uni. Comme c'est quand même un conservateur, c'est pas un libertarien, hein, il est tout à fait possible effectivement qu'il fasse traîner et qu'il fasse ses trucs à lui. Donc, est-ce que ça veut dire forcément que le Royaume-Uni va évoluer vers une situation libérale? Malheureusement, c'est pas sûr. Mais ça sera le problème des Anglais, ça ne sera plus le nôtre. On n'aura plus besoin de payer des impôts pour payer le Parlement et les Anglais au Parlement. La PAC ne s'appliquera plus pour les Anglais. Les Anglais ne payeront plus pour la PAC. Chacun chez soi. Et ouais, juste pour revenir sur ton second point, sur voilà, la tendance à la sécession et de pays plus petits. Oui. Quand tu discutes avec pas mal de gens et sur ce sujet de l'Union européenne, en fait, chez beaucoup de gens, en fait, trouvent que c'est mieux d'avoir un pays gigantesque, une sorte d'empire, retrouver une sorte d'empire romain gigantesque, plutôt que d'avoir plein de petites cités-États. Et pourquoi comment? Non, mais c'est dans l'imaginaire, enfin, c'est ce que tu ressens dans l'imaginaire collectif. Tu as l'impression que voilà, le fait d'avoir un empire, ça te garantit d'avoir une armée forte, de pouvoir te protéger, de pouvoir voilà, être respecté, comme ils disent, d'être entendu, d'avoir ta voix dans le monde. C'est un peu ce genre. Ceux qui aiment Zemmour se reconnaîtront, je pense. Ouais, cette voilà, folie de la grandeur, cette aspiration à avoir. Des ex-gaullistes ou des trucs comme Voilà, des bonapartistes. des bonapartistes ou des gaullistes qui Et voudraient qu'on ait des comment trucs font les gigantesques. Suisses? Comment font les Suisses? Comment font les Monégasques? Comment font les Liechtensteiner? Apparemment, ces gens-là n'ont pas l'air d'avoir envie de grande grandeur, et pourtant, le Liechtenstein est, après Monaco, le pays le plus riche du monde, par tête d'habitant. Et j'ai pas l'impression qu'on vienne leur faire la guerre tous les 4 matins. On voit ce que ça donne, les grands empires, quand même. Hein. Ouais. La Chine est un grand empire.
Tu sais ce que je pense des États-Unis, qui est l'empire du Ouais. monde, qui, quelque part... Tu vois, quand on voit dans certains films, tu sais, je sais pas moi, avec la CIA qui nous suit partout, toi, le Ouais. phénomène du Big Brother, faudrait pas se tromper quand même, hein, c'est un fantasme. Enfin, le pays au monde, enfin, pardon, les deux pays au monde qui sont les plus proches de la réalité d'un Big Brother, c'est la Chine et les États-Unis. Et pourquoi c'est possible? Ben parce que justement, ils ont les moyens et la masse pour pouvoir faire ça à grande échelle, et que c'est Mm. parfaitement anonyme, et que les gens pour eux sont parfaitement anonymes, sont des individus, sont des numéros, bien plus que je pense les habitants du Liechtenstein peuvent être des numéros pour le prince du Liechtenstein. Ouais. Le Liechtenstein, de mémoire, ils sont moins de 20 000 habitants, 16 000 je crois. Il y a des bonnes chances que le prince du Liechtenstein connaisse personnellement une bonne part de sa population. C'est certainement pas le cas de Trump ou de, je ne sais plus comment s'appelle, le président chinois. Ouais, je sais plus. C'est de quoi ils ont Mais c'est peur? toujours ça, il y a toujours De quoi ils cette ont image. peur? Mais ils ont peur de quoi? Malgré même en plus ce qui s'est passé la deuxième guerre mondiale, Mais c'est ça, les génocides des c'est ça, nazis, des Russes, c'est ça. la Chine, Et tous même, les millions même de quand morts, même tu les comprends pas. bonapartistes, même quand tu es bonapartiste, tu vois, les références bonapartistes ou de Gaulle, hein, Ouais, mais bon, ils oublient la Bérésina, ouais, la campagne de Russie. Il y a eu combien de morts? Rappelle-moi combien il y a eu de morts sous je sais pas, mais Bonaparte. à chaque fois, oui, qu'on parle de Napoléon, je pense à ça, à tous ces morts, et on se dit, mais pourquoi C'est on est un, allé en Russie? Qu'est-ce qu'on est? c'est un qu'est-ce- profond meurtrier, ce monsieur. Ce fut Ouais, un profond meurtrier de la France, quand même. ouais, Enfin, faut pas se tromper, quand même. Si effectivement le problème de la défense se traduit par être capable de faire la guerre, personnellement, je préfère ne pas faire défense. ouais. C'est absolument rétrograde. Ils ont peur de quoi? De se faire envahir par les Chinois ou par les Américains? C'est déjà fait. Ouais. Mais je sais pas, ouais, comment on pourrait lutter contre cette tendance à vouloir toujours Je cet pense que, empire, je pense ce que truc beaucoup de ces gigantesque. gens-là, oui, oui, je comprends bien, et c'est une très bonne question. D'expérience, je prétends pas avoir totalement la clé, mais d'expérience, moi, je vais en tout cas sur le terrain d'essayer d'expliquer aux gens que la paix, ce n'est pas un problème de rapport de force, c'est un rapport de commerce. Le commerce fait la paix et non pas le rapport de force. Tant que tu es dans un Ouais, rapport de mais tu dis force, ça à des bonapartistes et des oui, mais conservateurs, ils vont te dire, oui, mais le commerce, c'est sale, il faut pas, il y a oui, la mais c'est une grandeur. Non, connerie. oui, Oui, non, mais mais, c'est connerie. mais C'est une c'est ce qu'on va connerie. te répondre. Hein. Ils vont chez leur boulanger avec un flingue? Ouais, c'est ça. Pour la grandeur de la France, donne-moi du pain. Non, mais c'est juste ridicule. C'est bien. Ouais. Je pense sincèrement que c'est vraiment, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, hein. Bon. Mais je pense vraiment que c'est un problème de non-compréhension de la dimension économique de la paix, ou plutôt de la dimension pacifique du commerce, qui est la même chose dans l'autre sens. Le commerce est fondamentalement pacifique. Bien sûr qu'on peut négocier, parfois ça peut être tendu, machin, mais c'est par définition une négociation qu'elle aboutisse ou pas, c'est pacifique. On ne discute pas avec le flingue sur la tronche. Ça, c'est la mafia qui fait ça. Alors que quand on fait du commerce, on discute. Ça aboutit pas, ça se passe bien, on discute. On se fout pas sur la gueule. Et on ne commence pas à dire je suis plus fort que toi, donne-moi ton fric. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors que par contre, dès qu'on commence à raisonner en disant ouh, il y a des méchants, il faut que je sois moi aussi méchant, pour comme ça, je suis sûr que s'il y a un jour. Là, on est dans le rapport de force. Et ça, c'est typiquement socialiste ou étatiste, le rapport de force. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la vraie vie. Toi et moi, en ce moment, on n'est pas en train de discuter avec un flingue l'un par rapport à l'autre. On est dans la courtoisie, dans l'échange, dans l'ouverture, on passe du temps ensemble. Non, mais c'est vrai, quoi. Ouais. On n'est pas dans le rapport de force. Les sociétés humaines ne sont pas normalement des rapports de force. Ce sont que les barjots qui voient que les sociétés humaines reposent sur des rapports de force. Tu ne parles pas à tes enfants avec un flingue sur la tempe. Il y a certains parents qui le font, je pense. Non, mais tu vois, ou alors ces gens-là, souvent, Non, peut-être, mais je pense que vont à enfin, l'église. non, mais ça existe que, Bien voilà, sûr que ça existe, je non, sais mais bien il y que a ça existe. Je sais que ça des existe. rapports de force dans le sens où un pays devient enfin, voilà, dans Et leur pays, c'est un pays, pas, non, mais déjà, oui, non, je prends un parler de raccourci, pays, oui, oui, parler de pays, je déjà parler sais. de pays, c'est déjà mal Ah, barré, mais quoi. je veux dire, quand il y a les nazis, enfin, voilà,
le gouvernement nazi devient taré, a le pouvoir et peut faire venir des chars. Et ils ont peur de ça. Et ils ont peur Et de je ça. pense, c'est voilà, quand ils parlent de la Chine qui Et va ils ont dominer le oublié monde, que ils parlent ils ont parlent de oublié que leurs parents, leurs grands-parents ont fait la résistance, par exemple. ouais. Pour certains. Et ils ont dit, par exemple, qu'en Chine, Hong Kong fait de la résistance. Il y a d'autres façons que de raisonner uniquement. Moi, je pense sincèrement que la Chine s'écroulera un jour. On n'y est pas encore, malheureusement. Mais la Chine s'écroulera sur des mécaniques qui sont typiquement ce que Hong Kong nous représente, c'est-à-dire une surcapacité de performance économique de Hong Kong par rapport au reste de la Chine. On en a parlé d'Hong Kong. Hein. Ouais. La peur que Hong Kong va générer auprès des grandes villes internes du reste de la Chine, parce que ça va éveiller des appétits, mais de type liberté, commerce, etc., et non pas de type rapport de force, et que la Chine ne pourra jamais répondre à ça. Alors ça va prendre du temps, c'est compliqué la Chine, mais c'est par la liberté, le commerce et la compétition économique que la Chine s'écoulera. Mais c'est pas parce qu'elle sera que les Américains auront aligné tout un tas de missiles pour lui tomber dessus. On a vu ce que ça fait la guerre froide. La Russie, l'URSS, pardon, s'est écroulée, non pas à cause des missiles des États-Unis, mais pour des raisons économiques. Ouais. Bon, bah, espérons qu'il en soit de même. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense sincèrement, ne serait-ce que l'exemple de l'URSS. L'écroulement de l'URSS en 89 ne s'est pas fait parce que les États-Unis, à l'époque, avaient plus de têtes nucléaires que les Russes. Ouais. Je pense qu'à l'époque, les Russes avaient plus de têtes nucléaires que les Américains, si je ne dis pas de conneries. Donc, ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est que le système s'est écroulé uniquement fondamentalement pour des problèmes économiques et d'organisation interne. La Chine tombera de la même façon. Donc, si on veut vraiment se protéger des Chinois et même des Américains, ou des, je sais pas, ou des Russes, c'est sur le terrain du commerce qu'il faut aller. Ok. Bon, bah, allons sur le terrain du commerce. Commerçons. Très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.